Merci de m'avoir invité pour vous parler de la médecine de l'obésité et de la place de la médecine narrative. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, même ici. Je vous dirais que je suis un militant de l'éducation thérapeutique. Si j'étais politicien, je vous dirais que je suis un eutépiste de tendance progressiste. Et puis, insidieusement, je suis devenu narrativiste à l'insu de mon plein gré. Je suis autodidacte, donc je vais vous parler avec beaucoup d'humilité. Nous avons évolué, mon équipe et moi, de l'ETP au partenariat en créant un DU de DP en 2010 et un DU de partenariat pour former les patients partenaires en 2021, avec maintenant 90% des mises en situation, des cours qui sont communs aux professionnels de santé et aux futurs patients partenaires. Et puis, je suis très engagé dans cette médecine de l'obésité qui, pour moi, représente vraiment pleinement cette troisième médecine centrée sur la personne et non pas sur le patient, sur la personne et non encore moins sur la maladie, décrite par Grimaldi, collaborateur. Et donc, pour moi, les temps forts sont la rencontre, le récit, la relation, l'approche cognitivo-comportementale, la co-construction. Et puis, j'ai toujours une approche intuitive. On laisse le patient se raconter, on rebondit sur ses propos. Je crois que j'ai rencontré la médecine narrative un samedi. Un samedi matin, je faisais à ce moment-là des entretiens dans le cadre de préparation de candidats à la chirurgie bariatrique. Personne ne voulait y aller le samedi matin. Et moi, je m'accordais du temps. À vrai dire, j'avais quand même une idée derrière la tête. Je m'intéressais à la nosognosie de la perte de contrôle dans les TCA sévères. Tout un programme, c'est-à-dire à ce que les gens ne disent pas. Alors, le TP, elle a certaines limites, elle est un peu trop centrée sur les connaissances et les compétences, elles sont indispensables, mais il n'y a pas que. Et puis le partenariat patient, il nous apporte deux choses très importantes, il nous les impose même, c'est la reconnaissance des savoirs expérientiels et la construction. Alors, que vient faire l'approche narrative là-dedans? C'est ce qu'on va voir. Elle nous permet en tout cas de nous centrer sur le vécu, peut-être même sur l'identité. En tout cas, ce qui est important dans tout ça, c'est la relation, dans les trois cas. Mais avec la médecine narrative, on est vraiment centré sur la relation. Et en médecine de l'obésité, il faut bien le dire, c'est la relation qui est thérapeutique. C'est peut-être même vrai en chirurgie bariatrique d'ailleurs, si j'en crois Maxime. Alors, la médecine de l'obésité, c'est ça. C'est pas un interrogatoire, c'est un entretien pour comprendre l'histoire pondérale, l'histoire de vie. Donc on va comprendre pourquoi le poids a varié. On a des repères tout à fait précis. Début de l'obésité, poids à 18 ans, poids maximum, etc., le yo-yo. Mais ce qui nous intéresse, c'est la chronologie des faits. Quels sont les événements physiologiques, pathologiques, les traumas, les accidents de la vie qui ont fait que le poids a augmenté ou diminué? Les gens s'en rappellent très bien. Simplement, il ne faut pas forcément les liens entre ces événements de vie, leur poids et leur comportement alimentaire. En tout cas, on peut déjà tester là leur capacité d'introspection. Et c'est évidemment très important quand on va traiter les TCA. Alors, comment l'entretien devient récit? Comment on passe à la médecine narrative? Alors là, je ne vais pas répéter ce qui a été bien dit ce matin. Je rends hommage ici à François Goupy, bien sûr à Rita Charon, et son vocabulaire est extrêmement puissant. Et un médecin d'obésité s'y reconnaît à 200%, reconnaître, absorber, interpréter et être ému. Être ému, ben oui, on a le droit d'être ému. Dans les histoires de nos patients en obésité complexe, on est souvent ému. Alors il faut de l'empathie. L'empathie, c'est effectivement à la fois émotionnel, mais surtout cognitif. Mais la sympathie, c'est pas plus mal. La sympathie, ça veut dire souffrir avec. Et on est profondément ébranlé par ces histoires de patients. Et ainsi se dessinent les trois temps forts de la médecine narrative, l'attention, la représentation et l'affiliation. Je vous engage à travailler ces trois termes parce qu'ils décrivent cette façon de faire. Alors comment ça se passe? D'abord, il faut susciter le récit, qu'il soit oral ou écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va choisir une tranche de vie, ou plutôt c'est le patient qui va choisir de quoi il veut parler. Il est totalement libre. Ça peut être un thème précis, ça peut être des circonstances particulières. Puis ensuite, le temps fort, c'est l'interprétation. C'est là que le processus dynamique et collaboratif commence. Et on va travailler à de nouvelles représentations. On a vu le poids des représentations, de la maladie, mais aussi de toutes les choses de la vie. On va essayer de traduire avec lui l'expérience de la maladie. Ça, c'est pas rien. Alors, plaçons-nous maintenant du point de vue du narrateur. Sylvie Arborio et Emmanuel Simon le disent très bien. Se raconter, c'est le moyen le plus simple, je dis bien le plus simple, de mettre en forme de manière active son vécu et son expérience, les rendre intelligibles à autrui. On l'a déjà vu, mais quand on rend intelligible à autrui, on comprend aussi beaucoup mieux soi-même ce qui se passe. Et de s'y faire reconnaître dans son identité propre avec sa souffrance. On ne peut pas dire mieux
en moins de mots. Hein, tout y est. Et Catherine Touraturgis, que j'admire beaucoup aussi, elle vous dit il s'agit bien d'une mise en sens de ce que le patient a personnellement vécu, senti, découvert, éprouvé, mis à dispense ou incorporé. Là aussi, vous avez une description de ce qui se passe dans la tête du patient. Alors, derrière tout ça, il y a l'accession à l'identité narrative ici, par le récit d'une histoire. Je ne vais pas trop commenter parce que c'est très compliqué. Catherine Touraturgis nous dit « Ce que le narrateur raconte, se remémore et explicite a pour lui valeur identitaire. » Là aussi, c'est un bon raccourci. Et bien sûr que l'identité de ce personnage, de ce sujet, ne se résume pas à sa maladie. En fait, c'est la capacité de rassembler sa vie en un tout. C'est ce qu'on appelle l'unité narrative. Et pour ça, on développe une connaissance réflexive de soi. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'autres moyens que le récit pour faire tout ça. En tout cas, il faut faire le lien entre cohérence et discordance. C'est les fameuses idem et ipsé de Paul Ricoeur qui ont été évoquées ce matin. Alors ensuite, il y a le rôle de l'auditeur et du lecteur. C'est-à-dire vous. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Eh bien là, je vais utiliser les mots de Rita Charon qui sont extrêmement pertinents. D'abord le fond. Bien sûr, il faut essayer d'identifier la structure d'une histoire, ses perspectives, les allusions, la mise en intrigue. Il faut en extraire des choses nouvelles, des indices, des informations. Puis il faut interpréter, il faut donner du sens. Et Rita Charon vous dit, ce que raconte le patient, c'est un mélange complexe de causalité et de hasard, de différences singulières et de similitudes par rapport aux autres patients dans le même cadre. Donc c'est pas si simple que ça, et pour ça, il faut être créatif, j'aime beaucoup ça. Ça nous redonne un peu la main, il faut être créatif parce que cette histoire n'est jamais finie, la fin n'est pas écrite, en tout cas on peut en imaginer d'autres. Puis la forme est très importante. Les métaphores, les silences, écoutons les silences, les gestes, le langage non verbal, les expressions, les positions corporelles, l'intonation de la voix. Et puis, encore plus difficile, le non-dit. Rita Charon nous dit, nous écoutons ce qui n'est pas dit. C'est bon. Et l'ajoute, c'est aussi la fonction du médecin ou du soignant de rendre visible ce qui est invisible. Et donc, il y a évidemment plusieurs façons de faire. On a plusieurs niveaux de compréhension ou d'utilisation de ces approches narratives. Le soignant, ou même le patient père, ou le patient partenaire qui a été formé pour ça, le groupe. Il y a aussi l'approche philosophique. On a vu combien ce matin, c'était super intéressant pour nous autres soignants. Il y a des autres spécialistes des sciences humaines et sociales, et puis il y a les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes, qui ont beaucoup à faire avec ces récits. En tout cas, ça nous amène à une compréhension profonde de la situation. Et évidemment, il faut une formation spécifique en fonction de son niveau. Puis il y a une deuxième dimension qu'il ne faudra pas oublier, c'est la dimension émotionnelle. Et pour l'écoutant, l'auditeur, le lecteur, il doit prendre conscience de ses propres émotions, de son propre vécu. Et il faut être capable, il faut bien le dire, de tolérer l'incertitude. Parce qu'on ne sait pas comment ça va finir. On ne sait pas comment l'histoire va se dérouler. Et elle nous ébranle aussi. Et puis il faut être capable de se mettre dans l'humeur de l'histoire, dans l'ambiance de l'histoire. Ça, c'est l'empathie, donc ça s'apprend. Alors, la première étape, c'est peut-être d'enlever les bouchons. L'écoute, c'est pas simple. C'est pas simplement qu'on est dur de la feuille en prenant de l'âge, c'est qu'on est un peu fatigué. Or, l'attention, c'est une fonction exécutive, une des grandes fonctions supérieures. De même que la fluidité mentale, l'absence de rigidité, le pouvoir inhibiteur. Donc, ça se travaille et c'est pas rien. Alors, en éducation thérapeutique, on avait déjà l'entretien motivationnel. Alors, j'ai pris cet exemple-là parce que dans l'entretien motivationnel, on a la technique, on a les grands principes, puis on a une attitude, un état d'esprit. Donc, c'est très utile, on laisse venir, on laisse parler, on utilise le discours changement, on n'invente rien. Donc, c'est assez rassurant et comment dire, j'allais dire reposant, quand on a un peu l'habitude. Mais en médecine narrative, il y a la métaphore de la pompe cardiaque de Rita Charon. Ça m'a séduit énormément. Elle nous dit que le cerveau du clinicien a deux mouvements alternatifs. Un, la diastole, c'est un temps de repos, d'ouverture, d'acceptation de l'autre. On laisse venir, on le laisse se révéler. Super. Il n'y a pas besoin d'inventer quelque chose. Mais attention, il y a aussi une systole, qui est le temps d'interprétation, de synthèse et de décision diagnostique pour avoir des actions thérapeutiques. Donc on n'est pas totalement spectateur. Alors bien sûr, chacun a son rythme, qui va être sinusal ou non, il y aura bien quelques arythmies de temps en temps. Alors qu'est-ce qui se joue? Il ne faut pas que ce soit des flotteurs ou des TV. Qu'est-ce qui se joue? J'ai marqué aussi en médecine narrative, parce que ça se joue aussi en BTP, mais là on va plus loin. La connaissance et la conscience de soi.
Ça, c'est quasiment impossible à cerner, hein, en dehors du récit. Alors, vous voyez toute une liste de choses. Il y a notamment les émotions, la sécurité affective, et puis les 4 soi dont je reparlerai. Puis cette idée d'identité. En tout cas, en médecine de l'obésité, on affronte la stigmatisation qui fait énormément de dégâts. C'est un fracas social, c'est un fracas d'identité. Hein. Et puis cette notion de culpabilité. Et puis on va aussi travailler les savoirs expérientiels. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Peut-être pas tant que ça. Ça commence par s'auto-observer, ensuite il faut une capacité d'introspection, ensuite il faut déconstruire tout ce qui s'est passé pour reconstruire, et puis s'il y a une validation par d'autres, par des pairs, c'est encore mieux. Et puis finalement, c'est le développement des compétences psychosociales, avec leurs dimensions cognitives, émotionnelles et relationnelles, et vous voyez les dimensions qui sont déconnues. Donc finalement, la médecine narrative va beaucoup nous aider pour ça. C'est ce que vient de dire la HAS, c'est juin 2025. Elle nous dit, les savoirs expérientiels, ils partent des expériences individuelles. C'est vieux comme le monde, hein. C'est le modèle de Montréal, ça existe depuis 15 ou 20 ans, ils appellent ça l'expertise de vivre avec la maladie. J'aime pas trop le terme expertise, mais enfin, on le prend comme il est. En tout cas, la HAS vous dit, les savoirs expérientiels s'élaborent par la réflexion. Ils sont donc appris et ils peuvent passer progressivement de l'implicite à l'explicite. Là, ça colle bien avec la médecine narrative, ça. Alors, plus intéressant encore, cette notion de savoir expérientiel rare, hein, qui vient de Ève Gardien, qui est repris par la HAS. Eh bien, ce sont des expériences rares, et puisqu'elles sont rares, elles sont mal connues, car pas communes, et mal comprises. Et ce n'est pas une rareté statistique, la rareté, c'est l'idée de sa valeur. Hein. C'est rare, donc ça a beaucoup de valeur. Et pour étudier ces savoirs expérientiels rares, le sujet a besoin de ses pairs, qui vivent une expérience similaire. Et ça, c'est très important, hein, parce que pour donner du sens, chacun va apporter son petit morceau d'histoire, de récit. Alors, voilà une de mes plus grandes fiertés. Hein, c'est l'histoire de Pauline Garcia. C'est une jeune femme qui a fait le DU PEPS, hein, de formation patient, et qui s'est petit à petit engagée dans une démarche narrative, et qui a finalement écrit sa vie. Le récit de sa vie, je vous le raconte en 4 schémas. 30 années écoulées. Donc la notion de la temporalité. Lundi, c'est pas 10 jours, c'est pas 5 mois. Hein. Pour arriver à un état d'acceptation, accepter la chronicité, comprendre les déterminants. Ensuite, quand elle regarde le chemin parcouru, vous voyez qu'elle voit que les réussites, l'évolution, le travail réalisé. Elle ne voit pas les problèmes. Il y en a une multiple. C'est ça qui fabrique l'estime de soi et la confiance en soi. Et puis ensuite, quand elle pense à tout ça, elle dit qu'il faut se remémorer sa vie. Il y a des phrases prononcées qui ont été extrêmement importantes et qui reviennent. Et ça, ça permet de traiter la stigmatisation qui est consciente ou même inconsciente souvent. Et puis enfin, cette histoire, elle permet de transmettre des émotions, elle permet de bien se connaître, elle permet de partager. Donc c'est ça qui nous permet d'aboutir aux patients partenaires. Alors, au cours d'un atelier tout récent, j'ai été chargé d'animer un groupe sur la médecine narrative. Alors là, j'ai été bien embêté. Et donc, j'ai conçu des grilles de lecture avec mon idée de dépiste. Hein, donc, je me suis dit, on va voir dans le récit des patients qu'est-ce qui concerne la compréhension, le vécu de la maladie chronique, hein, déterminant complications. Puis ensuite, est-ce qu'on a des vulnérabilités qui apparaissent, des stigmatisations? Vous avez toutes les listes ici. Et puis, où on en est dans l'estime de soi, la confiance de soi, l'image de soi, l'amour de soi. Est-ce que c'est abordé dans le récit ou non? Pareil pour les compétences psychosociales. Est-ce qu'on les retrouve dans le vécu, dans la vie quotidienne, dans leurs 3 dimensions? Et puis finalement, est-ce qu'il y a des savoirs expérientiels qui apparaissent? Alors, pour ce faire, je vais lire rapidement ce texte qui avait été écrit pour cette occasion par une patiente qui nous dit « Maigrir, c'est un combat perdu d'avance quand on est obèse. Je suis entré en guerre avec mon corps et la bouche, qui est devenu l'ennemi public numéro 1 avec une alternance, un contrôle obsessionnel du poids et de la perte de contrôle. Je me suis affamé, j'ai maigri, j'ai repris, j'ai remaigri, j'ai repris jusqu'à peser 130 kg, alors qu'au début j'étais à 175 kg. Tout ça pour m'accepter et être accepté. Et à propos des nouveaux médicaments, on pense que c'est la solution pour tout le monde. Ça me faisait très peur. Après l'affaire du médiateur et des isoméride, ça me mettait en colère aussi de devoir prendre de la chimie qui n'était pour moi qu'une potion magique de plus et peut-être dangereuse. Surtout quand on vous a formaté depuis toujours que seule la discipline alimentaire et les forces sont efficaces pour maigrir. Vous voyez un peu les représentations. Pourquoi je suis toujours obèse alors que je suis tombé très tôt dans la problématique? Pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de problème de poids sans être dans le contrôle en permanence? Pourquoi l'obésité progresse quand on mange allégé depuis des décennies, on affame les gens, les culpabilisant, en comptant leurs calories, mais pas dans la journée? J'aurais aimé rencontrer plutôt des diététiciennes qui me disent « ce n'est pas de votre faute » et qui me disent de lâcher prise.
quelle évolution, ça fait du bien. Je n'ai pas besoin de faire de commentaires, vous avez vu l'importance et le poids de ces mots. Et puis finalement, si on pouvait aller jusque-là, la capacité d'agir, l'empowerment de la résilience, est-ce qu'on est dans le déni de l'acceptation, est-ce qu'on est dans la fuite, est-ce qu'on avance vers l'empowerment, ce serait bien. Et j'ai demandé aux gens qui participaient à l'atelier de me donner leur avis. Je les ai fait voter. Alors, il y en a la moitié qui ont voté, c'est pas si mal, l'autre moitié s'est envolée. C'est surtout les femmes, à savoir pourquoi. La première question, c'était la facilité de remplir les grilles. C'était un peu osé, parce que manifestement, les grilles étaient un peu costauds. Et puis, je leur ai demandé aussi, quel est votre degré de certitude sur l'intérêt et la faisabilité de la médecine narrative? Là aussi, c'était, l'arrière-pensée, c'était, si vous y croyez et que vous trouvez que c'est faisable, vous allez le faire. Alors, première réponse, je ne suis pas trop surpris, c'est difficile. C'est facile que dans moins de 25% des cas, mais c'est la note moyenne sur 5, c'est 2,8. Mais stupeur et satisfaction, quand on regarde le degré de certitude sur l'intérêt et la faisabilité, on voit que c'est incertain dans 25% des cas, c'est donc l'image en miroir. Donc les gens, ils s'intéressent à ça. Alors, j'en termine. La médecine narrative trouve sa place dans le parcours de soins, dans la trajectoire de vie des gens. Au début, il y a une maladie, ses traitements. Il faut un travail d'auto-observation, d'introspection. Ça peut commencer par le récit. Il faut développer des savoirs expérientiels, il faut apprendre à choisir. Il faut être dans une démarche de transformation personnelle. Par un processus de changement, apparaissent des projets de vie. Et l'important, c'est d'aller vers l'empowerment ou la résilience. Et l'empowerment, pour Isabelle Ajoula, que j'admire beaucoup, elle cite Norbert Metsaïd qui vous dit c'est devenir autrement le même. Car changer totalement, c'est se perdre. Et donc, on part d'un sentiment d'impuissance, d'un sentiment d'insécurité. Et l'obésité, c'est une rupture du sentiment d'identité. On ne se reconnaît plus. On mobilise des ressources externes ou internes, on développe ses compétences psychosociales. Le TP, c'est un accompagnement. L'équipe de TP peut devenir le tuteur de résilience, et ça va beaucoup aider. Et puis, s'il y a des patients partenaires, c'est encore mieux, parce que là, on a ce principe de reconnaissance des savoirs expérientiels et de complémentarité. Ça va aider beaucoup à la qualité de la relation. Et puis, évidemment, l'éducation thérapeutique, avec sa systole et sa diastole, son écoute attentive et son écoute réflexive, ça nous oblige à aller au centre du problème, vraiment vers le vécu de la personne. Et tout ça, ça favorise pour moi l'acceptation de soi, c'est peut-être plus difficile, et puis l'acceptation de la maladie, ce qui n'est pas simple non plus. Merci de votre attention. Merci.